Salut tout le monde, Parinéo ici. Aujourd'hui, on plonge dans les bases du machine learning. Et non, je ne parle pas de la façon dont j'ai appris à ne pas lancer mes entraînements à 3 heures du matin, ça c'est un autre type d'apprentissage, plus douloureux. Dans l'épisode 1, on a vu l'histoire de l'IA. Mais comment une machine apprend réellement? Voici les îles qu'on va explorer aujourd'hui. On commence par le problème du tri de fruits, puis on passe des systèmes experts au machine learning, on construit des arbres de décision, on découvre les forêts aléatoires, les SVM, cas plus proche voisin, naive Bayes, le clustering, et on termine par la star, les réseaux de neurones. À la fin, je vous lance un défi à faire chez vous. Si vous le réussissez, c'est que vous avez compris. C'est parti. Imaginez que je vous donne une pile de fruits. Des pommes rouges, jaunes, vertes, des oranges et des bananes. Pour vous, les trier est trivial. Vous regardez, vous voyez rouge, c'est une pomme. Orange et rond, c'est une orange. Mais une machine, elle, ne voit rien. Elle ne sait pas ce qu'est rouge, rond ou doux. Tout ce qu'elle connaît, ce sont des nombres. Alors on transforme chaque fruit en un vecteur de caractéristiques. Son poids en grammes, son diamètre en centimètres et une valeur entière pour sa couleur. 1 pour rouge, 2 pour orange, 3 pour jaune, 4 pour vert. Dans l'épisode précédent, on a vu les systèmes experts, des machines remplies de règles écrites à la main. Si rouge était rond était doux, alors pomme. Mais que se passe-t-il quand vous tombez sur une Granny Smith verte? La règle échoue. Alors vous ajoutez une règle. Et une autre. Et encore une autre. Très vite, vous avez des milliers de règles impossibles à maintenir. La grande idée du machine learning, c'est d'inverser le problème. Au lieu de donner les règles à la machine, on lui donne des données. Des centaines d'exemples étiquetés. Et on lui dit, trouve les règles toi-même. Voici nos fruits dans l'espace des caractéristiques. Chaque axe représente une caractéristique. L'axe X, c'est le poids en grammes. L'axe Y, c'est le diamètre en centimètres. L'axe Z, c'est la couleur, encodée en entier, 1, 2, 3, 4. Mais attention, transformer un concept abstrait comme la couleur en un nombre, c'est tout un article. On appelle ça l'ingénierie de caractéristiques. Le poids et le diamètre sont des caractéristiques directes, mais la couleur a nécessité un encodage. Et regardez les pommes, rouges, jaunes, vertes, mais c'est toutes des pommes. C'est ça la variabilité intraclasse. Choisir de bonnes caractéristiques, c'est souvent plus important que de choisir un bon algorithme. Les fruits de même type se regroupent naturellement. C'est exactement cette structure que les algorithmes vont exploiter. Commençons par le modèle le plus intuitif, l'arbre de décision. L'arbre pose des questions successives pour diviser les données. Mais comment choisit-il quelles questions poser? C'est la sélection de caractéristiques. L'arbre essaie chaque caractéristique et cherche le meilleur seuil qui maximise la pureté des groupes. La formule de l'impureté de Gini est simple. 1 moins la somme des carrés des proportions. 0 veut dire groupe pur, 1 veut dire groupe parfaitement mélangé. Essayons d'abord avec le poids. Le plan se déplace le long de l'axe du poids et on calcule le Gini en temps réel. Pas terrible, les groupes sont encore mélangés. Essayons le diamètre. Le plan est maintenant perpendiculaire à l'axe du diamètre. Et là, regardez le Gini chuter. Les bananes, qui ont un petit diamètre, sont parfaitement séparées du reste. Et la couleur? Le plan se déplace le long de l'axe couleur. Mais comme les pommes ont des couleurs variées, le Gini n'est pas aussi bon. L'algorithme compare tous les Gini et choisit le meilleur. C'est ça, la sélection de caractéristiques. Trouver la caractéristique et le seuil qui maximise la pureté. Voici un fruit mystère. Mais avant de le classer, regardons comment l'arbre a appris ses règles. La construction commence à la racine. Le meilleur premier séparateur, c'est le diamètre. Les bananes, à gauche, sont parfaitement isolées. La branche gauche devient une feuille. À droite, il reste des pommes et des oranges. L'arbre relance la recherche de pureté et choisit la couleur. Un premier seuil isole les pommes rouges. Il faut un second seuil pour séparer les oranges des pommes jaunes et vertes. L'arbre est prêt. Maintenant, classons notre fruit. Il arrive en haut de l'arbre. Première question. Son diamètre est-il inférieur à 5 cm et demi? Non, son diamètre est 7,5. Il descend à droite. Deuxième question. Sa couleur est-elle inférieure ou égale à 1,5, donc rouge foncé? Non, sa couleur est de orange. Il descend encore à droite. Troisième question.
Sa couleur est-elle inférieure ou égale à 2,5? Oui, exactement 2. Il part à gauche et arrive sur une feuille étiquetée orange. L'arbre a classé ce fruit comme une orange. C'est l'inférence. Le modèle utilise les règles qu'il a apprises pour prédire la classe de nouvelles données. Le piège, c'est le surapprentissage. Si on laisse l'arbre grandir sans limite, il va finir par créer une règle pour chaque fruit. Regardez cet arbre profond. 5 niveaux, 31 nœuds, 16 feuilles. Une par fruit d'entraînement. Faisons passer les 16 fruits d'entraînement rapidement. Regardez la matrice de confusion à gauche. En ligne, la vraie classe. En colonne, la classe prédite par le modèle. La diagonale verte, c'est les bonnes réponses. Chaque fruit d'entraînement tombe sur sa feuille dédiée. 100% de précision, l'accuracy parfaite. Maintenant, observons les fruits de test. Ces 6 fruits n'ont jamais été vus par l'arbre. Ils traversent les mêmes règles, mais tombent sur les mauvaises feuilles. Regardez la matrice de droite. Des cases rouges apparaissent hors diagonale. Sur 6 fruits, seulement 3 sont corrects. L'accuracy chute à 50%. Le rappel, c'est-à-dire le pourcentage de vraies pommes correctement identifiées, tombe à 50%. Et la précision, le pourcentage de prédiction pommes qui étaient vraiment des pommes, s'effondre à 33%. L'arbre n'a pas appris à généraliser, il a appris à mémoriser. C'est la différence entre un étudiant qui comprend le cours et un étudiant qui apprend le corriger par cœur. La solution au surapprentissage, c'est la forêt aléatoire. Au lieu d'un seul arbre, on en entraîne des dizaines. Chaque arbre voit une partie aléatoire des données et une partie aléatoire des caractéristiques. Résultat, chaque arbre est différent, chacun fait des erreurs différentes. Voici cet arbre. On fait passer le même fruit à travers chaque arbre. Regardez, le fruit traverse chaque arbre individuellement, de la racine jusqu'à une feuille. Chaque feuille donne un vote. Le vote est envoyé vers le gobelet correspondant. Pomme, orange ou banane. Le gobelet qui se remplit le plus gagne. C'est le théorème de Condorcet appliqué au machine learning. Un groupe de modèles faibles qui vote peut battre un modèle fort. Le gobelet gagnant est celui de la pomme. C'est ça, le vote majoritaire. Passons au support vector machine, ou SVM. Contrairement à la forêt aléatoire qui repose sur le vote, le SVM cherche une frontière de décision unique. L'objectif n'est pas seulement de séparer les classes, mais de trouver la séparation qui laisse la plus grande marge possible. Mathématiquement, un hyperplan est défini par l'équation W fois x plus b est égal à 0, où W est le vecteur normal, perpendiculaire à la frontière. La distance d'un point à cette frontière est donnée par W fois x plus b, divisé par la norme de W. Les points les plus proches, appelés vecteurs de support, vérifient l'équation I fois W fois x, I plus b égale à 1. Le SVM maximise cette distance pour ces points. Voici 2 classes de données parfaitement séparables. Chaque point bleu est un vecteur de caractéristiques. L'algorithme ne fait pas une recherche aléatoire. Il s'agit d'un problème d'optimisation convexe. L'astuce du SVM est d'utiliser les multiplicateurs de Lagrange pour transformer ce problème en un problème dual, qui est beaucoup plus facile à résoudre. L'algorithme cherche à maximiser la marge, ce qui revient à minimiser la norme de W au carré. Regardons l'algorithme balayer les angles pour trouver le meilleur séparateur. L'optimum est atteint. La ligne jaune est le séparateur. Les points entourés d'un anneau doré sont nos vecteurs de support. Ce sont les points qui satisfont l'égalité stricte. La valeur absolue de W fois x plus b est exactement égale à la marge. Ce sont eux qui dictent la position de la ligne. Si vous bougez un point qui n'est pas un vecteur de support, la ligne ne bouge pas. La matrice de confusion affiche 100% d'accuracy. Le SVM linéaire est parfait pour les données linéairement séparables. Mais que se passe-t-il si les données ne sont pas linéairement séparables? Changeons de domaine, la maintenance prédictive. Nous mesurons les vibrations d'un rotor sur 2 axes. Un système sain vibre peu au centre. Un défaut crée un anneau extérieur. Géométriquement, il est impossible de tracer une ligne droite pour séparer le centre de l'anneau. Le modèle linéaire échoue. Version 2, le SVM à noyau RBF. On projette les données dans une dimension supérieure grâce au noyau. Le noyau RBF calcule la similarité avec l'origine selon l'équation z égale exponentielle de moins gamma fois la norme au carré de x. Visuellement, le système sain, proche de 0, est projeté très haut. Le défaut, avec une grande amplitude, reste au sol. Dans cet espace 3D, la séparation n'est plus une ligne, mais un plan. Ce plan,
c'est notre hyperplan. La matrice de confusion passe à 100%. Le noyau RBF a transformé un problème circulaire impossible en une solution triviale. Après les SVM, qui cherchent des frontières géométriques, changeons d'approche avec Naive-Bayes. Contrairement au modèle précédent, Naive-Bayes est probabiliste. Il utilise le théorème de Bayes pour calculer la probabilité d'une classe sachant les données. La probabilité d'une classe sachant les caractéristiques est proportionnelle à la probabilité des caractéristiques sachant la classe, multipliée par la probabilité initiale de la classe. Le mot « naïve » vient d'une hypothèse forte. On suppose que toutes les caractéristiques sont indépendantes entre elles. C'est faux en général, mais ça marche étonnamment bien. Prenons un cas d'usage parfait, la détection de spam à partir des mots d'un email. L'algorithme commence par un mot très suspect, gratuit. Sa probabilité est très haute dans le spam et presque nulle dans un email normal, le ham. Ajoutons maintenant le mot urgent. C'est ici qu'intervient l'hypothèse naïve. Pour combiner les probabilités, on les multiplie simplement, comme si les mots n'avaient aucune influence entre eux. En réalité, dans une version continue de l'algorithme, chaque mot suivrait sa propre distribution en cloche sur l'espace des caractéristiques. Vous voyez ici deux collines de probabilité, une par classe. Ce n'est pas une simple ellipse plate, c'est bien une surface en 3 dimensions. Revenons à notre email. Il contient aussi le mot « réunion », très fréquent dans les emails professionnels. La probabilité du ham remonte rapidement. L'algorithme compare enfin les deux scores finaux. Malgré « réunion », la présence conjointe de « gratuit » et « urgent » l'emporte. L'email est classé comme spam. C'est la puissance de la combinaison de caractéristiques indépendantes. Et ce n'est pas tout. Il existe toute une ménagerie de classifieurs, chacun avec sa propre logique. Commençons par les cas plus proches voisins, ou KNN. Changeons de domaine et plaçons-nous à l'hôpital. On veut prédire si un patient est malade en fonction de 2 mesures, sa pression artérielle et sa glycémie. Chaque point bleu est un patient sain, chaque point rouge un patient malade. Un nouveau patient arrive, représenté par le point blanc, et l'algorithme observe simplement ses 5 plus proches voisins sur le graphique. Ici, la majorité des voisins sont rouges. Le nouveau patient est donc classé comme malade. Pas de modèle complexe, juste une question de proximité géométrique dans l'espace des caractéristiques. Prenons maintenant la régression logistique avec un autre exemple. Prédire si un étudiant va réussir son examen selon ses heures de révision. Chaque point est un étudiant. En bleu, ceux qui ont réussi. En rouge, ceux qui ont échoué. Plus on révise à droite, plus les chances de réussite augmentent, mais la transition n'est pas brutale, elle est progressive. C'est exactement ce que capture la courbe en jaune. Une sigmoïde qui transforme les heures de révision en probabilité de réussite. Au-dessus de 50%, l'algorithme prédit la réussite, en dessous, l'échec. L'avantage de la régression logistique, c'est qu'elle ne donne pas juste une catégorie, mais un niveau de confiance. Imaginons maintenant un supermarché qui veut comprendre ses clients sans aucune étiquette de départ, juste en observant leurs dépenses mensuelles et leur fréquence de visite. C'est le clustering, et l'algorithme le plus connu s'appelle K-moyenne. Au début, tous les clients sont des points gris éparpillés. L'algorithme ne sait rien d'eux. On part d'une hypothèse. On suppose qu'il existe 3 types de clients, donc on place 3 centres, représentés par ces grandes sphères, complètement au hasard sur le graphique. Ensuite, la magie opère par itérations successives. À chaque étape, chaque client rejoint le centre le plus proche. Puis, chaque centre se déplace vers la position moyenne du groupe qui vient de se former. Les points suivent, les centres se déplacent à nouveau. Petit à petit, le système se stabilise. Les centres ne bougent presque plus. Sans jamais avoir donné de règles à la machine, 3 profils distincts ont émergé de la donnée brute. Les petits paniers fréquents, les gros acheteurs occasionnels et les chasseurs de promos. Le clustering a découvert une structure que personne n'avait définie à l'avance. Enfin, changeons de contexte. Une banque qui veut prédire si un client remboursera son prêt. Un seul modèle simple ferait trop d'erreurs, alors on en enchaîne plusieurs, chacun corrigeant le précédent. C'est le boosting. Le premier modèle ne regarde que le revenu. Il fait déjà des erreurs. Ici en gris, ce sont des clients mal classés. Le deuxième modèle se concentre sur ces erreurs et ajoute l'historique de crédit. Une partie des clients gris retrouve sa vraie couleur. Le troisième modèle corrige ce qui reste, en tenant compte du montant emprunté. En combinant ces règles simples, le modèle final devient bien plus fiable que chacune prise séparément. C'est le principe derrière des algorithmes comme XGBoost. Chaque méthode a son terrain de prédilection,
mais toutes partagent le même objectif, transformer des données en décisions. Mais le sommet de l'intelligence artificielle, le voici, le réseau de neurones. Oubliez les règles écrites à la main. Ici, la machine apprend ses propres représentations. Regardez, 5 entrées, une couche cachée, 3 sorties. On lui montre un exemple, elle propose une réponse, fausse, au début, forcément. Puis la rétropropagation entre en scène. Elle calcule l'erreur et ajuste chaque connexion pour la réduire. Vert, la connexion pousse. Rouge, elle freine. Regardez les poids se réorganiser en temps réel. Après quelques centaines d'itérations, la perte s'effondre, le réseau converge, il vient d'apprendre. Injectons maintenant une donnée qu'il n'a jamais vue. Le signal traverse les couches et la bonne sortie s'illumine. Instantané. Et ce n'est que la partie visible. Le même moteur mathématique sait aussi générer des images et du texte, classifier, prédire des valeurs continues, accélérer des simulations entières, ou même respecter les lois de la physique grâce au réseau Physically Informed. Un seul outil. Des possibilités quasi infinies. Dans le prochain épisode, on ouvre le capot, direction les entrailles du deep learning. Et maintenant, votre défi. Pas sur l'écran, chez vous, avec un papier et un crayon. Étape 1. Rassemblez 15 objets chez vous, n'importe lesquels, et étiquetez-les en 2 catégories. Par exemple, des bougies et des ampoules. Étape 2. Choisissez 2 caractéristiques numériques pour les décrire, comme la hauteur en centimètres et le poids en grammes. C'est votre ingénierie de caractéristiques. Étape 3. Prenez les 10 premiers objets et placez-les sur un graphique avec la hauteur en X et le poids en Y. Cherchez le meilleur seuil pour séparer vos 2 classes. C'est votre arbre de décision. Étape 4. Cachez les 5 derniers objets et utilisez votre arbre pour les prédire. Quelle est votre précision sur ces données de test? Étape 5. La question cruciale. Votre arbre a-t-il surappris? Si vous avez 100% sur l'entraînement mais 50% sur le test, vous venez de vivre le surapprentissage. Essayez de simplifier votre arbre. Si vous faites cet exercice, vous aurez vraiment compris le machine learning. Si cette vidéo vous a fait passer de 0 à quelque part, écrasez ce bouton like plus fort qu'un SVM qui trouve la marge maximale. Abonnez-vous pour ne pas rater l'épisode sur les réseaux de neurones, à moins que l'IA ne vous ait déjà abonné à tout sur Internet. Partagez cette vidéo avec vos amis, ou laissez un cas plus proche voisin le faire, il a l'air plutôt doué pour trouver les gens près de vous. Et surtout, faites le défi. Moi je vous dis à la prochaine. À bientôt.